tous. Bienvenue pour cette dernière conférence de 2024 du Mardi des Archives. Donc ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Carole Guillaume, qui vient nous parler donc, des confiseurs, pâtissiers, chocolatiers et autres amiénois. Vous allez voir, Carole vous a préparé donc une conférence historique, mais aussi une conférence gustative. Donc c'est 2 saisons en plus, donc bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors je vous remercie d'être présents à cette conférence sur les artisans pâtissiers, confisiers et chocolatiers d'Amiens. Alors je remercie également les archives départementales, voilà, qui me permettent de pouvoir échanger avec vous de ces recherches. Je vais vous présenter principalement 4 grandes maisons. Donc la maison Magnier-Bossard, la maison Viéville, la maison Jeannin, leur successeur Cambier, et la maison Trogneux, que vous connaissez tous. Voilà, je tente de retracer l'histoire de ces artisans, alors je dirais même des artistes, parce que voilà, ils ont créé des machines perfectionnées où ils ont fait progresser l'exercice de leur métier. Et du coup, je commence à perdre mon fil. Et du coup, voilà, je me suis appuyée sur les archives départementales de la Somme, bien sûr, par rapport à ces recherches. Les archives de la bibliothèque d'Amiens Métropole, les archives municipales et communautaires d'Amiens Métropole. Et surtout, je me suis appuyée sur les membres de la famille, donc, du coup, que j'ai retrouvés grâce aux recherches généalogiques. Et donc, je remercie les membres de la famille Magnier-Bossard, voilà, qui sont présents aujourd'hui. Je remercie également Bernard Cosette, voilà, qui est Gérard Cosette, voilà, dont le grand-père était salarié de la chocolaterie. Je remercie également les absents, Annie Cambier qui n'a pu être présente et également Jean-Baptiste Trogneux. Voilà. Alors je vous invite, on va partir tout début du 19e, en 1819. Donc Charles Borromée-Magnier et Eugénie Flore sont marchands à Amiens, ils tiennent une épicerie fine, place Périgord. Donc la place Périgord, c'est la place Gambetta d'aujourd'hui. Alors cette date-là, j'ai pu la retrouver à partir d'un encart publicitaire des successeurs de la maison Magnier-Bossard, donc Fresnoy-Berthe, sur lequel on indique que l'ancienne maison Magnier-Bossard a été fondée en 1819. Alors, Charles Magnier et Eugénie ont eu des enfants, dont Charles Magnier, voilà, qui les aide à l'épicerie, bien sûr. Et donc, Charles Magnier se marie en 1848 avec Marie-Louise Bossard. Donc, la maison Magnier-Bossard est née. Et ils fondent leur chocolaterie en 1859. Alors, je vous ai mis une illustration de la place Périgord dans les années 1850. Alors, c'est une illustration des frères Dutoit. Et puis, l'illustration de la place Périgord en 1866, c'est une visite de l'empereur Napoléon III et d'Eugénie. Donc, voilà, Charles et Marie-Louise ont dû vivre cet événement. Alors, pour vous situer, on va revenir un petit peu dans les années 1900, où pouvait se situer cette maison Magnier-Bossard. Donc, je ne sais pas si je pense que vous repérez la place Gambetta. Donc, on a une indication de l'Amiral Courbet, donc c'était un magasin de vêtements, donc qui se situait ici, et qui était au 23-25 place Gambetta. Du coup, la maison Magnier étant au 29, on suppose que cette maison était, voilà, ici, une petite maison amiénoise. Alors, avant 1870, il existait très peu de chocolateries, du moins en province, mais il en existait quand même une à Amiens. On appelait la chocolaterie Abraham Lenné. Alors, cette chocolaterie était située au 18 boulevard Fontaine. Donc, c'est l'actuel boulevard Carnot. Alors, c'était une belle chocolaterie, visiblement, d'après l'encart publicitaire, qui date de 1891.
on a les encarts publicitaires des chocolats, alors dits pectoraux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chocolat avant était utilisé pour des soins médicaux, lutter contre l'anémie, contre les dérèglements digestifs. Et donc c'est pourquoi en fait les chocolats, on les trouvait en pharmacie. Donc on appelait ça les chocolats pectoraux. Alors visiblement, la petite maison amiénoise devait être beaucoup trop petite pour la chocolaterie, et commençait très certainement à grossir. Et donc la chocolaterie déménage rue de Berly, donc aux 2 rues de Berly. Donc je vous ai situé sur c'est un plan d'Amiens de 1900, donc des archives départementales de la Somme. Donc on est au niveau de la maison de la culture. Vous avez la caserne de Cerisy, dont la façade existe toujours aujourd'hui. Et donc la rue de Berly, c'est cette petite rue-là. Voilà. Je ne sais pas si vous repérez. Alors, cette chocolaterie rue de Berly, elle a été mentionnée dans un illustré, le Panthéon de l'Industrie. Donc c'était un petit journal hebdomadaire qui retraçait les progrès scientifiques. Et donc je vais vous lire un petit extrait de la maison Magnier-Bossard. Naguère encore, aucune fabrique importante de chocolat n'existait en province. Et Paris possédait en quelque sorte le monopole de cette industrie. Monsieur Magnier, qui venait d'installer une usine rue de Berly à Amiens, prit envers lui-même la résolution de fabriquer et de livrer à la consommation des chocolats dignes de lutter avantageusement, tant sous le rapport du prix que sous celui de la qualité, avec les produits si renommés des fabricants que Paris compte dans son sein. L'usine et les ateliers de Magnier-Bossard ont été parfaitement organisés pour une fabrication de premier ordre. Monsieur Magnier y a installé des appareils perfectionnés sortant de la maison de Baptiste de Paris. Appareil mis en mouvement par une chaudière à vapeur de la force de 30 chevaux et une machine à vapeur de 20 chevaux. Les ateliers de cet établissement occupent seuls un espace d'environ 1200 mètres de superficie. Nous avons particulièrement admiré pendant la visite que nous venons de faire à cette usine une salle dite rafraîchissoir destinée à refroidir promptement le chocolat. L'installation de ce rafraîchisseur est remarquable à tous les points de vue et peut être citée comme un modèle dans ce genre spécial d'industrie. Donc là, je vous ai mis les marques de la maison Magnier. Donc ce sont les archives de l'INPI. Donc 1872 et puis 1870. Voilà, fabrique de chocolat, usine à vapeur, rue de Berly, aux 2 rues de Berly. Alors une photo de la publicité, chocolat Magnier-Bossard sur une traction hippomobile. Donc là on est avant 1899, puisqu'après c'est le tramway électrique qui est arrivé. Alors Charles, donc ils ont eu des enfants bien sûr, Ernest Magnier, qui reprend donc la chocolaterie avec sa femme Suzanne là-dedans. Alors là on a une magnifique photo des ouvriers de la chocolaterie. Donc on pense que c'est rue de Berly. Donc on est en 1890 je pense. Alors on voit notamment les enfants. Qui devrait avoir 13 ans, puisque après la loi Jules Ferry, on ne pouvait pas faire travailler les enfants avant 13 ans. Et donc on y voit Ernest au milieu, Ernest Magnier. Alors ça c'est une vue de la chocolaterie, vue de l'hippodrome. Alors oui, la chocolaterie, après la rue de Berly, a de nouveau déménagé. Donc rue Colbert à Amiens, donc c'est la rue du bowling, pour certains qui ne visualisent pas. Donc ça c'est une photo vers 1900,
Alors ça, c'est ensuite un bâtiment qui va disparaître. Voilà, une photo de la chocolaterie en 1907. Donc là, on y voit la cheminée, en effet, de la chocolaterie principale. Les bâtiments de stockage, les cartons, et on y voit les petites maisons ouvrières donc, du site de la chocolaterie où 4 familles vivaient donc, dans ces petites maisons. Donc, notamment le grand-père de Gérard Cosette. Donc une photo voilà, du site. On peut voir que c'était quand même un site important. Alors la petite maison ici existe toujours. Si vous avez l'occasion de vous promener rue Colbert. Comment ? Et grande, oui. Oh, excusez-moi. Voilà, donc là, c'est un encart d'une facture de la maison Magnier-Bossard. Donc là, c'est une petite photo illustrée, je pense. Bon, on y voit 2 cheminées, mais bon, je pense qu'il y avait une seule cheminée. Et puis on y voit du coup le train donc sur la ligne Amiens-Rouen. Alors vous voyez qu'il y a une petite roue à friction ici. En fait, Ernest Magnier a créé des outils perfectionnés pour la chocolaterie, notamment l'enrobeuse. Donc l'enrobeuse Magnier, en 1903. Il y a beaucoup de brevets d'invention, l'appareil dosothermique pour maintenir le chocolat à température, pour le travailler. Et donc c'était un vrai industriel, un véritable industriel. Alors je vous ai mis une photo du brevet d'invention, donc je ne vais pas vous expliquer les mécanismes, mais c'est juste pour vous dire que j'ai retrouvé sur les archives historiques de l'INPI les brevets d'invention d'Ernest Magnier. Donc là, c'est un monte-charge automatique à friction. En fait, c'était pour remplacer le système d'entraînement des poulies, voilà, qui était pour lui un système assez onéreux, et en fait, ce monte-charge, visiblement, a été beaucoup moins onéreux par la suite. Et donc vous avez une photo de la fameuse enrobeuse. On verra plus tard des photos. Alors là, on va rentrer dans la chocolaterie. Alors ça, c'est la fameuse machine à vapeur, très imposante, de Corliss. C'était une machine, un inventeur américain, un ingénieur américain. Bon, je vous explique hein, c'est la chaleur thermique qui se transforme en énergie mécanique et qui va entraîner les poulies d'entraînement et activer tous les appareils pour produire le chocolat. Donc ici, c'est une photo du stockage des sucres, donc, notamment pour la confiserie et le chocolat. Le stockage donc, des fèves. Les fèves de cacao. Alors, je fais un petit aparté, on revient dans les années 2000, mais en fait aujourd'hui beaucoup de chocolatiers en fait reviennent au concept de bean to bar. Alors bean, fève to bar à la tablette, en fait qui consiste pour le chocolatier à vraiment se charger du processus entier du chocolat, de la fève à la production du chocolat final. Donc Magnier-Bossard était précurseur du bean to bar. Alors, quelques photos des étapes de confection du chocolat. Donc, la première étape, c'est le nettoyage et le tri des fèves. Donc, on y voit ici un grand cylindre donc, où les fèves étaient nettoyées, puis ensuite triées à la main par les ouvriers pour retirer toutes les impuretés qui étaient présentes. Ensuite, la deuxième étape, c'est la torréfaction donc des fèves. C'est une étape importante qui développe l'arôme du cacao. Excusez-moi, du coup, je fais les navets.
Donc ensuite, ces fèves étaient broyées, donc échauffées par des meules. Alors là, je n'ai pas la photo de cette machine, c'était peut-être cet équipement-là. Et en fait, voilà, on obtient une sorte de pâte de cacao donc à l'issue de ce broyage. Et puis à cette étape-là, forcément, on peut éventuellement, si on presse cette pâte, on y sort le beurre de cacao et le fameux tourteau, donc qui est le chocolat dit compressé. C'est la poudre de cacao voilà, qu'on prend au petit déjeuner le matin. Et donc la maison Magnier, ce produit s'appelait le Rousse Tintin. Alors, j'ai la marque dans les archives INPI du Rousse Tintin, déposée par la maison Magnier-Bossard. Alors le Rousse Tintin, c'était une boisson chaude, a priori, composée de chocolat chaud, de lait et de kirsch. Il s'appelait le Rousse Tintin au XIXe siècle. Donc on pense que c'est qu'Ernest, du coup, a repris cette appellation pour son produit. Donc on continue, la pâte de cacao qu'on a vue, on va la mélanger avec le sucre. Donc là on a des mélangeurs, donc c'est la partie basse qui tourne, et donc les gros galets qui restent statiques, et donc qui vont venir mélanger le sucre avec cette pâte de cacao. Alors vous voyez tous les arbres d'entraînement en fait. Voilà. Et donc une fois qu'on a ce mélange cacao au sucre, on va venir le broyer finement, voilà, pour qu'il ait une texture la plus fine possible. Et donc c'est ce qu'on appelle l'affinage du chocolat. Et donc là on voit les broyeuses, voilà, ensemble des broyeuses. Donc on voit la machine à corliss qui est derrière. Alors ici on commence à arriver à l'étape finale. Donc le chocolat, une fois qu'il est préparé, il est maintenu à... Alors je me suis trompée, c'est 60... Enfin, on le maintient à 70 degrés en fait. Et puis ensuite, pour le travailler, il faut l'abaisser en température. Et donc cette étape de maintien en température à 30 degrés, donc c'est cette fameuse... ce fameux appareil dosothermique ici, qui maintient le chocolat à 30 degrés pour pouvoir le travailler, faire l'enrobage des bonbons ou des pralinés. Ici, on a ce qu'on appelait des petites tapoteuses. Donc, c'était tout simplement pour l'opération de moulage. Donc, ça faisait des vibrations, voilà, pour permettre au chocolat de venir napper soit les moules, soit les tablettes, les tablettes de chocolat. Donc, vous avez 2 moules sur ma droite. Donc c'était des moules en fer blanc à l'époque. Donc ici c'était la partie confiserie, puisque la maison Magnier-Bossard faisait donc du chocolat et produisait également des confiseries. Donc on voit les cuves en cuivre ici. Donc sur le chocolat, on était sur du granit plutôt. Et donc là, on est sur du cuivre pour la confiserie. Et puis l'atelier de confiserie, on y déposait avec les moules, enrobés de paraffine. D'amidon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle pas de paraffine. Voilà, alors là c'est une photo des fameuses enrobeuses Magnier, donc sous brevet 1903. Donc ce sont des enrobeuses qui ensuite ont été fabriquées en 1908, développées par un ingénieur Savy, et donc qui ont été produites et répandues dans la France, voire à l'international.
Donc on y voit les petites ouvrières placer les chocolats, les pralinés à enrober. Et puis ensuite, ça, je pense que c'était des sortes de rafraîchissoirs pour arriver au final voilà, à l'étape de conditionnement. Donc Ernest Magnier était membre de la société industrielle d'Amiens. Voilà, une dernière photo du conditionnement des chocolats par les ouvrières, la mise en boîte des bonbons, donc c'était essentiellement des femmes. Voilà, encore des marques de produits. Le chocolat du Labrador, c'est un chocolat croqué. Alors ici vous avez le Griffon Magnier-Bossart. Alors le Griffon, on pense que c'est donc il y avait une boutique 14 rue de la République, c'était l'ancienne enseigne qui s'appelait Au Griffon. Et après on a aussi le Griffon du musée de Picardie, les Griffons du musée de Picardie. Donc voilà, c'est le symbole de la maison Magnier-Bossart. Voilà, le chocolat, le matinal. Donc là, c'était la poudre chocolatée du matin. Donc le stockage des emballages, la confection du coup des caisses d'emballage. Oups, pardon, excusez-moi. Hop. Alors la maison avait un magasin au 14 rue de la République. Bien sûr, ça a été bombardé en 1941, donc elle n'existe plus. Donc on est sur le début de la rue de la République, c'est un petit peu avant l'église en fait. Donc là, ça c'est une boîte de conditionnement des chocolats avec le Griffon. Donc, de nouveau une photo de cette belle devanture. Donc c'est Maurice Thorel qui sera à l'origine en fait de la devanture. Donc on a des couronnes de cuivre ici. Donc on avait le Griffon et puis ensuite c'était du bois de Padoue. Donc c'était une magnifique devanture. Alors Maurice Thorel, il a également fait l'affiche de l'exposition universelle d'Amiens de 1906. Donc la maison Magnier-Bossart avait un pavillon. C'est justement à cette date que Ernest présente son enrobeuse. Et donc c'est de là que la production ensuite de l'enrobeuse s'est faite à partir de 1908. Alors là, on arrive à la Première Guerre mondiale, forcément. La position de la chocolaterie près de la gare Saint-Roch, forcément, elle a été touchée. Donc, on a une petite photo voilà, des locaux qui ont été impactés. On n'arrive pas à discerner exactement. C'était peut-être l'atelier de confiserie, ce qu'on disait, je pense. À côté de la confiserie, oui. Alors ça, c'est une photo d'Ernest Magnier sur le site de la chocolaterie. Donc il y avait un magnifique parc arboré, voilà, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, mais l'étang est encore existant. Donc, vous pourrez éventuellement vous y rendre si vous le souhaitez. Donc une nouvelle photo de Ernest donc, sur l'étang, de Suzanne, sa femme. Donc il déguste des biscuits anglais. Alors Ernest, il a eu 2 filles. Il a eu Pauline
Donc, Pauline et Madeleine, je cherche le prénom. Donc, Pauline, elle s'est mariée avec Adolphe Poulain. Et donc, c'est Adolphe Poulain qui a repris la chocolaterie. Alors, il portait une affection forte vis-à-vis de son beau-père. Et c'était un véritable technicien de la chocolaterie. Donc là, c'est une photo jeune. Donc il a repris la chocolaterie vers 1919. En fait, il a participé à la reconstruction de la chocolaterie après les dégâts de la Première Guerre mondiale. Et Adolphe, à côté de la chocolaterie, c'était un illustrateur et un caricaturiste. Et j'ai pu retrouver, alors, d'ailleurs sur le site des archives départementales, 2 illustrations d'Adolphe Poulain. Alors Adolphe, je remercie les archives. Voilà. On a un bronze d'Adolphe Poulain, qui nous est présenté. Alors ça, c'est une photo de famille. On y voit du coup Ernest Manier, sa femme Suzanne, Adolphe, donc sa femme Pauline, Simone. Alors Régine, la fille de Simone, est présente avec nous. Roger, donc Frédéric, le fils de Roger, est présent parmi nous. Voilà, et ici Pauline et Adolphe, donc c'est le mariage de Michel. Donc Adolphe, Pauline et Suzanne. Donc Ernest est décédé à cette époque. Alors le Front populaire. En fait, on a pu retrouver un compte-rendu de la Chambre syndicale des industriels chocolatiers. Il était président, Adolphe Poulain, de cette chambre. Et donc, au travers de ce récit, il évoque les événements de 1936. Donc, en fait, dans ce récit, il indique sa colère vis-à-vis du gouvernement par rapport à l'occupation des usines en 1936 en tant que patron de sa chocolaterie. C'était quelque chose qu'il a très mal vécu, quoique la chocolaterie Manier-Bossard n'a pas été impactée par une occupation. Et bon, ces occupations ont plutôt été bon enfant dans l'ensemble, puisque c'était plutôt un soutien pour le gouvernement. Et d'un autre côté, en fait, ces accords de Matignon, c'était une défaite pour le patronat, puisque Adolphe Poulain a toujours indiqué « Nos ouvriers savent qu'une affaire ne peut prospérer que dans l'ordre et la discipline. Nous savons que la direction doit tendre vers un caractère humain. » Et c'est justement, il indique que certains patrons n'ont peut-être pas fait suffisamment pour que les ouvriers soient mieux au travail. On aurait pu faire beaucoup plus sans attendre ces accords de Matignon. Donc là, on arrive au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Donc la chocolaterie a été arrêtée plusieurs fois entre 1940 et 1943. Elle s'est relevée assez difficilement après la libération. Et Adolphe Poulain, malgré les dommages importants sur sa chocolaterie, doit de plus s'acquitter d'un impôt de solidarité. Donc, ce qui était particulièrement difficile, sachant que cet impôt était pour les détenteurs d'un patrimoine qui était supérieur à 200 000 €. Donc Adolphe faisait partie de ces particuliers. Alors ça, c'est une lettre en fait de Adolphe à Jules Thomas. Alors Jules Thomas, c'était le chef électricien de la chocolaterie. Donc Adolphe était parti en Savoie, donc en 1943. Et puis donc c'est une correspondance où il indique donc qu'il va revenir sur le site de la chocolaterie bientôt et qu'il va pouvoir retrouver également les habitants.
du Petit Saint-Jean. Alors là, vous avez les successeurs ensuite de Adolphe. Donc Adolphe Poulain a eu deux fils, Michel et Roger. Et puis la chocolaterie a ensuite été reprise par le fils de Michel, donc Francis Poulain. Voilà une photo de la confiserie un petit peu plus récente après-guerre. Malheureusement, on a très peu de photos en fait, de la chocolaterie après-guerre. Alors là, on va passer aux produits phares de la maison. Alors, on a une petite revue qui présentait les chocolats de la maison Manier-Bossa, avec les boîtes d'emballage, donc les dragées, les chocolats, les fruits confits. Voilà, c'était de magnifiques boîtes d'emballage. Donc le produit, le Caranuga. Donc c'était le mélange de caramel et de chocolat. De praliné. De nougat. Donc on voit le Heralda, le Gélacta Roustantin, donc les chocolats à cuire, les chocolats en poudre. Alors ça c'est la photo la présentation qu'on vient de vous faire. Alors là c'est une photo de Jules Thomas qui était le chef électricien de la chocolaterie, donc avec sa femme. Donc ici, un petit peu plus tard, il était aussi chauffeur de Monsieur Poulain. Alors Lucette Dupéré, c'est un petit clin d'œil à la grand-mère de mon conjoint qui a travaillé un petit moment à la chocolaterie Manier-Bossa. Voilà. Donc je lui rends hommage. Donc ensuite, alors ici c'est la fille de Jules Thomas, donc la maman de Gérard. Donc forcément le site de la chocolaterie c'était un petit terrain de jeu. Hein. Un grand terrain de jeu, oui. De nouveau une photo. Alors on y voit Élie Basset qui a été confiseur. Et puis Marie-Louise qui était ouvrière à la chocolaterie. Donc ils habitaient dans les petites maisons ouvrières que l'on a vues au tout début. Voilà une photo de famille. Voilà de la famille et des ouvriers de la chocolaterie. Avec les petits-enfants. Et puis on y voit Michel Poulain. Donc la chocolaterie, malheureusement, un incendie important s'est déclaré en décembre 1957. Donc les bâtiments où étaient stockés l'ensemble des cartons d'emballage ou caisses d'emballage a intégralement brûlé avec la petite maison, grande maison, donc de Ernest. Donc suite à cet incendie, cette partie-là n'a pas été reconstruite. Donc c'est l'atelier de confiserie qui a perduré jusqu'à la reprise donc par Francis Poulain. Mais la chocolaterie a fermé environ après mars 1968. Malheureusement, je laisserai peut-être les membres de la famille, s'ils le souhaitent, expliquer la fermeture de la chocolaterie. Donc les marques ont été cédées en fait à la Générale de l'Alimentation, la Générale Alimentaire, excusez-moi. Donc c'est le groupe La Pique qui chante. Alors je vais vous faire déguster.
Alors, la marque a été reprise par Karen Berenko, donc potentiellement, ce n'est pas forcément la recette d'origine de la maison Manil-Bossard, mais malgré tout, Frédéric Poulain retrouve exactement le goût. Donc, quand il était petit, qu'il goûtait ce Caranuga en sortie d'usine. Voilà, il a retrouvé, donc, si vous le souhaitez, on vous fait déguster donc, le Caranuga. Et puis également le Michoco, que vous connaissez certainement, voilà, qui était un caramel enrobé en chocolat. Le Michoco, il n'était pas dans la liste de... Ah non, Dans les produits, non, il y avait personne. Merci beaucoup. on suppose. Rebaptisé par la commission. Oui. Non, c'était pas l'appellation Michoco. Oui. Parmi les noms de produits, oui, c'est après ce qu'il faut restaurer exactement. Je voulais vous montrer également, alors c'était les petits buvards qui étaient faits pour les écoliers de la maison Manil-Bossard. Qu'est-ce que j'ai dit? Un buvard? Ah oui, ça fait ça, buvard. Oui, avec les tables de multiplication et d'addition pour les enfants. Donc la maison a édité aussi beaucoup de promos, c'était des petites images à collectionner donc dans les produits qui faisaient la joie des enfants. On a aussi ici la première boîte de Rousse-Tintin, donc le chocolat en poudre de la maison Manil-Bossard. Donc ensuite, ça s'est transformé en emballage de carton. Voilà. Par la suite. Ah bah oui, voilà. Ah bah oui. Bon, bah, ouais. Enfin, c'est très bien. Donc ça, c'était le Rousse-Tintin sur l'emballage carton. Alors on va essayer de défiler parce que le temps passe. Alors je vais vous présenter désormais la maison Vieilleville. Donc Camille Vieilleville. Camille Vieilleville, il est né dans l'Aisne à Jersey. Et donc ses parents, son père était maréchal ferrant. Donc il a perdu très tôt ses parents, donc il a été élevé par son grand-père maternel. Et puis en 1882, Camille Vieilleville du coup vient sur Amiens et il fait son service militaire au 2e escadron du train des équipages. Donc c'était la caserne Friant, vous connaissez tous aujourd'hui. Donc Camille, pendant son service militaire, il a rencontré une jeune femme, Marthe Dubourg. Et Marthe Dubourg, son frère, était notamment le directeur du comptoir amiénois de l'épicerie et de l'alimentation. Donc c'était en fait un comptoir qui permettait aux petits épiciers de regrouper leurs achats. C'est le Groupon d'aujourd'hui. Voilà, je voulais faire un petit... Donc le comptoir, le siège social se situait rue Saint-Jacques. Donc on est juste derrière la rue de Berly, qu'on a vu tout à l'heure. Donc avec la caserne de Cerisy. Donc, quelques autres photos du comptoir amiénois de l'épicerie.
Donc l'entrée rue Saint-Jacques, une sortie rue Caumartin. Donc il y avait plusieurs annexes. Donc il y avait une deuxième annexe boulevard Féderne. Donc c'était quand même un bâtiment assez imposant. Alors Camille Fiéville, en 1887, il crée sa biscuiterie à Amiens. Vous connaissez certainement, on est rue Gauthier de Rumilly. Quand on monte, donc vous avez la boutique et l'habitation familiale sur le dessus, avec les magnifiques céramiques d'Orchy. Et sur la gauche, donc c'était l'atelier de fabrication. Donc toujours avec ces magnifiques céramiques. Le Délicieux, donc qui était une marque déposée par la biscuiterie. Une photo environ de 1900, donc de la biscuiterie. Alors Camille Fiéville, il fabriquait notamment les biscuits champagne, les biscuits de Reims également. Donc j'ai pu retrouver un moule, donc avec la forme du biscuit champagne. Voilà, donc c'était une sorte de parallélépipède très allongé. Donc Camille Fiéville, derrière, il a déposé des brevets d'invention aussi. Donc par rapport, alors il y a le délicieux, mais il y a aussi un brevet d'invention sur un biscuit sans gluten. Je vous montre les deux brevets d'invention. Et puis une amélioration de la recette du biscuit dit de Reims. Donc de 1906 pour ces deux brevets. Alors Camille Fiéville, c'était aussi un industriel. Alors on a pu retrouver un projet en fait sur le tramway d'Amiens pour protéger en fait le Wattman des intempéries. Donc c'est un projet de 1906. Voilà, donc il participait en fait à d'autres activités que sa biscuiterie. Donc, visiblement, son projet n'a pas été retenu puisque on a une photo de 1910 donc sur le tram et visiblement c'était un système beaucoup plus simpliste qui a été retenu. Alors ça c'est une photo de la biscuiterie. Alors aujourd'hui c'est une école de danse, malheureusement tout a disparu et les caves en fait où il mettait la farine, le sucre, les matières premières, tout a été caché. Donc Camille Fiéville, je pense qu'on le voit ici en complet. Souvent on prenait les photos avec le patron et les ouvriers. Donc avec le four ici, on y voit certainement le biscuit champagne. Donc c'était un four, un modèle allemand, d'une société qui existe toujours d'ailleurs près de Stuttgart. Voilà de nouveau une photo. Alors au salon, oui, un salon, et puis ici une carte postale du pétrissage et moulage des biscuits. Alors là, ce sont les petits encarts publicitaires de la maison, donc les jolies boîtes. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Je suis toujours à la recherche de ces boîtes, mais difficile d'en trouver. Et puis ça, ce sont les petites cartes postales qui étaient éditées. On y voit Mirette et son chien. Alors, le biscuit champagne, il y a une grande maison qui faisait ce biscuit, c'est la maison Lefebvre-Utile,
lu. Le biscuit de Reims, bien sûr, il y avait la grande maison Fossier à Reims. Et puis à Amiens, il y avait également une autre biscuiterie, Guédon. Alors Léon Guédon, il faut savoir que c'était un ami de Camille Fiéville. Il a été ouvrier de la biscuiterie. Et donc plus tard, il a créé sa biscuiterie 8 rue Le Mâtre. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé de photos. Mais je ne désespère pas. Voilà, alors là, c'est un encart publicitaire des biscuits Guédon. Donc on est en 1906, je crois. Alors ça, c'est juste une photo de Jean Guédon qui aurait pris la relève après le décès de son père et donc de sa femme Denise Sagnier. Excusez-moi. Alors Camille, ensuite, il cède sa biscuiterie à Jules Mérel. Donc les parents de Jules Mérel, en fait, habitaient rue Gauthier de Remilly. Donc on pense que les familles Viéville et la famille Mérel se connaissaient, ce qui a pu... il a donc visiblement transmis la passion de la biscuiterie à Jules. Alors Jules, j'ai retrouvé une photo dans un article du Progrès de la Somme. Donc Jules est là. Donc, je suis désolée pour la qualité de la photo, elle n'est pas très nette. Donc le Progrès de la Somme de 1939. Et puis Jules, ensuite, a eu un fils, Marcel, qui a repris la biscuiterie. Mais dans les années 1960, on avait déjà plus ou moins réduit sa production. On y faisait aussi des petites activités traiteurs, les petites navettes. Et puis elle se serait éteinte d'après l'INSEE en 1984. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la date de fermeture réelle ou si voilà, c'est une information INSEE, donc elle a peut-être fermé un petit peu avant. Alors biscuit champagne, j'ai tenté de confectionner du biscuit champagne, je n'y suis pas arrivée malheureusement. Donc ce que j'ai fait, comme je suis pâtissière, j'ai fait quelques biscuits de ma production. Donc des sablés, je pense que Camille Viéville faisait très certainement des sablés. Et puis vous avez également du biscuit de Reims, alors de la maison Fossier par contre. C'est assez délicat à faire et compliqué à faire, le biscuit champagne ou le biscuit de Reims, malheureusement. L'un ou l'autre. Je vais mettre l'un ou l'autre. C'est trop. Comment? Alors maintenant, je vais vous présenter une autre grande maison, la maison Janin. Les successeurs, avec plusieurs successeurs, Ponce, Broutin-Fernand et Cambly. Alors la pâtisserie de Gaëtan Janin. Alors Gaëtan Janin, c'était un breton. Ils étaient de Tréguier. Et donc visiblement, ils sont venus sur Amiens pour reprendre une maison, la pâtisserie, au 92-94 rue des Trois Cailloux. Donc vous voyez cette magnifique devanture. On y indique qu'ils fabriquaient le macaron d'Amiens et les fameux pâtés de canard. Alors on peut se dire, un pâtissier qui fait à la fois du salé
et du sucré, mais en effet, le pâté de canard à Amiens était très largement répandu. Alors, juste pour vous situer, pour localiser cette pâtisserie, j'ai juste repris les photos. Vous avez ici le théâtre d'Amiens. Vous avez ici l'ancien magasin des chaussures André qui a fermé. Donc et on a ensuite la maison de Vresnes. On est à l'angle de la rue Ernest Covin, donc la rue de l'ancien cinéma. Donc la maison Janin était donc après la rue Ernest Covin, sur la droite. Voilà, c'est pour situer un petit peu, parce qu'on cherche toujours à situer les anciennes maisons, forcément. Alors, une petite info sur les pâtés de canard. Donc, les pâtés de canard, c'était une spécialité qui aurait été créée à Amiens en 1843 par la maison Degand. Et cette maison se situait au 20 rue Noyon. Donc, d'après les témoignages oraux, en fait, ce pâté de canard aurait été créé par Degand, voilà, qui était prisonnier, semble-t-il, qui séjournait à la prise d'Arras, et puis on lui a dit on peut te libérer si tu crées une recette qui satisferait le roi Louis XIII. Donc il aurait créé le fameux pâté de canard, alors au départ qui était non désossé. Et puis on a également une lettre de Madame de Sévigné, donc une correspondance avec sa fille, voilà, dans laquelle elle a indiqué avoir fort apprécié le pâté de canard. Voilà, donc on pense que voilà, c'est le pâté de canard, c'est la maison Degand. Et puis ensuite, bien sûr, toutes les pâtisseries d'Amiens faisaient du pâté de canard, comme toutes les pâtisseries d'Amiens faisaient du macaron. Donc on a autant de recettes de macaron d'Amiens que de pâtisseries. Et puis voilà, le macaron d'Amiens également, on a les témoignages oraux. Donc, que ce macaron sur Amiens appartiendrait à la maison Brézin, donc depuis 1867. Donc c'est le petit Nicolas Brézin de Poulainville, voilà, qui aurait reçu en fait la recette d'un moine, le moine de Poulainville en fait, voilà, qui a été prisonnier en Palestine et pour ces geôliers en fait qui meulaient des amandes. Donc ce serait l'origine de la recette du macaron d'Amiens, parce que bien sûr le macaron d'Amiens, il est depuis le Moyen-Âge, il existe. Alors la maison Brézin, alors c'était une grande maison d'Amiens, on la situe au 55 rue des Trois Cailloux. En fait ici, c'est ensuite les Nouvelles Galeries. Donc on est visiblement au niveau du chocolatier Ozon, pour vous situer. Donc là c'est un encart ensuite de la maison Brézin. Elle a été reprise par, alors, il y a eu plusieurs successeurs, dont monsieur Chatzen, j'espère que... Kadjens, comment Kadjens, voilà. Alors Gaëtan Janin, il a eu un fils, Gaëtan Janin, donc souvent le fils avait le même prénom que le père, mais malheureusement il n'a pas suivi son père, donc c'était un ingénieur des arts et des métiers. Et donc on a dans la petite revue du journal mensuel des pâtissiers un petit encart qui indique Gaëtan Janin, fils, voilà, est sorti brièvement de l'école centrale des arts et manufactures. Alors je vous parle de son fils parce que c'était magnifique parce qu'il
qu'il faisait. Donc il a repris une grande maison Billancourt. Donc c'était la maison, excusez-moi, les établissements Blancard et Loraux. Donc c'était des magnifiques vitraux. Alors ici c'est le bureau de poste du Touquet, si vous avez l'occasion de vous y rendre. Vous verrez les vitraux de la maison Janin, fils. Et puis on a une trace aussi, c'est non loin d'ici, au Courrier Picard. Vous pouvez d'ailleurs, si vous passez devant, les apercevoir. Ce sont les magnifiques vitraux. Alors de l'ancien Progrès de la Somme et puis ensuite le Courrier Picard, donc le début de la rue de la République. Voilà, c'est le fils d'un pâtissier. Alors du coup, ça a été repris par la maison Ponce. Donc c'était une cousine de la femme de Gaëtan Janin. Voilà, ils ont repris la maison. Alors Jean-Georges Ponce, avant, il avait une biscuiterie, une pâtisserie à Gien. Alors là, ce serait une photo de famille, donc avec Jean-Georges Ponce. Alors une petite photo de la fabrication des pâtés et des macarons d'Amiens. C'est rigolo, c'est que c'est une petite photo retouchée. Avec ici, on voit le visage en fait d'un ouvrier qui est dessiné. Mais on voit les moules, les fameux moules. Alors une autre photo de la maison. Alors, peut-être avec Jean-Georges Ponce. Bon, après quelques macarons dégustés et pâté de canard dégusté. Voilà, ça c'est en tête de courrier de la maison. Donc on voit maison Gaëtan Janin, Georges Ponce, successeur. Donc après Georges Ponce, c'est Fernand Broutin qui reprend la pâtisserie en 1914 avec sa femme, Hélène Doué. Alors Fernand, il avait aussi une deuxième pâtisserie à Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc là c'est la marque sur les pâtés et macarons d'Amiens. Nul autre ne m'égale, renommée universelle. Donc après Fernand Broutin, c'est Edmond Cambier qui a repris la maison. Alors Edmond, c'est véritablement une famille de boulangers-pâtissiers de père en fils. Donc on voit une petite encarte publicitaire de la maison, Edmond Cambier. Donc successeur, maison Janin, Ponce. Alors Edmond, il a eu 5 enfants. Et je vous montre donc Édouard Cambier, qui a repris du coup la pâtisserie de son père. Alors, là c'est une photo de l'incendie de la rue des Trois Cailloux par les Allemands, donc ils sont arrivés en 1940. Le 19 mai, ils ont commencé à bombarder le quartier de la Gare. Et puis ensuite, il y a eu un pillage des commerces. Et ils ont mis en fait le feu à une grande partie de la rue des Trois Cailloux. Donc voilà, la pâtisserie a malheureusement subi cet incendie. Donc de nouveau une petite photo familiale d'Édouard, donc avec sa sœur Marie-Thérèse, Jacques et Michel. Alors Michel reprendra la pâtisserie quand Édouard Cambier va se donner à d'autres activités.
sur la décoration des pâtisseries. Alors, c'est une famille très endeuillée par la Deuxième Guerre mondiale. Edmond, le premier fils d'Edmond, Pierre, donc, a été tué en juin 40 à Malo-les-Bains. Donc, ce que je vous ai dit, la pâtisserie, ensuite, donc, elle a été installée provisoirement au 41 rue Robert de Luzarches. Donc, j'ai pris la photo du 41 aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si c'est le 41 d'avant. Et puis, en mai 44, la maison familiale, en fait, a été bombardée. Et donc, Edmond et Jacques sont décédés dans ce bombardement en mai 44. Donc, c'est une famille de pâtissiers très endeuillés. Donc, je suis en relation avec la petite fille. C'est encore très marqué dans leur histoire familiale. C'est des sujets qu'ils ne veulent pas évoquer, qu'ils évoquent difficilement en fait. Mais on est là pour rendre hommage à Édouard. Alors Édouard Corbier, ensuite après la guerre, donc, il se réinstalle au 52 rue des Trois Cailloux. Vous connaissez bien, hein, c'est le futur Petit Poucet qui existait. Ensuite, qui a déménagé depuis, qui n'existe plus et qui est rue de la République désormais. Donc avec un encart publicitaire d'Édouard Corbier. Donc toujours macarons d'Amiens, pâté de canard, tuile à minoise. Donc Édouard, petit à petit, il souhaite en fait s'adonner à la décoration de pâtissier. Il se rend bien compte que ça prend énormément de temps de décorer les gâteaux. Et donc, il y a derrière des brevets d'invention en fait pour créer donc ces décorations en azime, donc que vous connaissez certainement tous. Et donc, il a pris beaucoup d'années pour parfaire les recettes. Et puis en 1955, il crée la société Florent Suc. Oui, Florent Suc, donc qui était rue Jean Jaurès. On voit la publicité, c'est au 15 rue Jean Jaurès. Donc je pense que c'est au coin de la rue de la Hautoy, pour vous situer. Et donc la pâtisserie, il la cède à son frère. Et ils embauchent du coup comme pâtissier Hubert Fournier, donc du Petit Poucet, qui reprendra la maison Corbier. Alors je vous ai ramené quelques échantillons en fait de la société Florent Suc, donc qui est désormais avenue d'Espagne, derrière l'Intermarché, voilà. Et donc qui crée tout ce qui est azime, les chocolats pour les talons de chocolat pour les bûches, enfin tout pour faciliter le travail du pâtissier. Donc la société Florent Suc, elle emploie 65 personnes aujourd'hui. Donc c'est quand même une société de renom hein, qui exporte beaucoup à l'international aussi ses produits. Et en 2007, il y a eu beaucoup d'investissements justement pour augmenter les capacités de production sur le site Avenue d'Espagne. Donc ce sont des produits que vous pouvez retrouver, alors en effet c'est pour les professionnels, mais il y a un établissement Fouquet qui est à Lizé, où vous pouvez en tant que particulier retrouver ces produits de la maison Florent Suc.
Alors on va terminer par la maison Trogneux. Que vous connaissez tous, mais là je vais vous parler de l'histoire familiale de cette maison. Donc c'est Marc-Étienne Xavier Trogneux, donc on l'appellera Étienne Trogneux, voilà, qui est né en 1852 à la Motte Bulleux dans la Somme. Sa maman était cuisinière et Étienne était garçon pâtissier. Alors à son mariage en 1874, il habitait au 56 rue des Trois Cailloux. Alors je fais l'hypothèse qu'il travaillait peut-être à la maison Brézin, qui était au 55 rue des Trois Cailloux. Alors la famille en fait, n'a pas connaissance en fait, de cette maison où il était garçon pâtissier, donc là c'est une hypothèse que je fais, sachant que c'était une grande maison. Voilà, il s'est marié avec Maria Duhamel, donc il a eu 2 enfants, Adrienne et Ernest. Donc là on voit une photo, alors sa première femme en fait est décédée très jeune, donc il se remarie avec Olympe Panier. Donc sur cette photo vous voyez Olympe, Étienne, et le frère de Olympe aussi, qui travaillait dans la pâtisserie. Donc une autre photo de famille, vers 1885. Alors là, on est au 18 rue du Méril, l'emplacement de la pâtisserie. Bon, je vous ai juste repris, voilà, c'est des types de recherche, hein. Quand on veut savoir où situer la maison, souvent on a le nom des salariés en fait, de la pâtisserie. Voilà, donc là on est au 18 du Méril en 1906. Et donc il y a une photo où on y voit à peu près dans cette rue du Méril où était la pâtisserie Trogneux. Donc à côté d'un restaurant au régal de la Tête de Veau. Et puis à côté encore il y avait un petit tourneur de pipe. Ouais, magnifique cette photo. Voilà, donc avec Olympe, il y a eu un deuxième fils, Arthur. Donc Ernest, le premier fils, avait également sa pâtisserie, mais rue Frédéric Petit. Et donc Arthur, lui, a repris la pâtisserie familiale au 18 rue Les Mairies. Donc ça, c'est une photo de mariage. Alors de Jean, Arthur Jean, en fait, c'est le Jean qui a repris l'un des prénoms, en fait. Donc Jean Trogneux, avec Marguerite. On y voit Olympe, donc c'est les parents. Ah, donc Olympe et Étienne Trogneux. Alors là, c'était une marque déposée, Marquisette, par Jean Trogneux. Et les encarts publicitaires, du coup, au 18 rue du Méril, de 1912. Donc une boîte de conditionnement, des macarons d'Amiens. Donc là, Arthur a eu de son mariage Jean-Georges Trogneux. Donc il s'est marié avec Simone Pujol. Donc Jean-Georges, c'était un joueur de tennis à l'Amiens AC, donc il a été président de l'AC Tennis.
Donc suite au bombardement, la pâtisserie a forcément été touchée et donc elle a été installée provisoirement au 12 place Notre-Dame. Donc le temps des travaux de reconstruction. Donc ils réinvestissent ensuite la rue du Méril, mais Jean en fait va racheter le 14 et le 16. Donc la pâtisserie s'agrandit. Donc ça c'est une photo de la boutique au 14, 16 et 18 rue du Méril. Alors les boîtes de conditionnement de la maison Trogneux, donc à l'effigie du caboton, de la fleur, l'engueule de sa femme Sandrine. Donc c'est des boîtes qui ont été de nouveau commercialisées. Vous pouvez vous les procurer en boutique si vous le souhaitez. Donc ensuite, de nouveau, le bombardement de 44. Donc de nouveau, la pâtisserie, du coup, s'installe. Alors ce sont des petits baraquements d'après-guerre pour permettre, en fait, aux commerçants de continuer leurs activités. Et donc, la pâtisserie avait un petit baraquement, on appelait la maison des baptêmes, pour poursuivre la vente. Donc ensuite, bien évidemment, on passe aux nouvelles générations, Jean-Claude, Jean-Alexandre, aujourd'hui Jean-Baptiste. Et la pâtisserie, on s'est réinstallée cette fois-ci rue de Lambre. Donc ils ont développé plusieurs boutiques. Ils ont ouvert plusieurs boutiques à Arras, Saint-Quentin, Lille, à Auchan. Le Touquet, la dernière par Jean-Baptiste. Et ça, c'est les produits que vous connaissez certainement tous. Hein. Alors, la maison Trogneux a la particularité de faire, c'est pas du bean-to-bar chocolat, mais c'est le process de A à Z du macaron. C'est-à-dire que la maison Trogneux est propriétaire de champs d'amandiers, donc en Espagne. Et donc, du coup, ils chapeautent tout le processus de fabrication de leurs macarons. Et c'est une des rares maisons à le faire. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Carole, pour cette passionnante intervention, passionnante conférence. Alors, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais Carole, vous l'aurez deviné, adore pâtisser. Alors, c'est pas son métier, hein, vous n'êtes pas pâtissière. Carole est une collègue qui travaille à la région. Qui est chargée de mission à la région, mais passionnée de pâtisserie, et Carole a même passé un CAP pâtisserie. C'est ça, hein. Voilà. Donc, on a une adresse, nous, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'était très intéressant, très émouvant aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je n'ai pas une question, mais je voudrais vous dire que pour le pâté de canard, c'est une vieille tradition amiénoise, puisque sur les stalles de la cathédrale, que vous pouvez visiter tous les jours à 15h, il y a une représentation, je viens de le retrouver sur mon portable, du mangeur de pâté de canard. Donc les stalles, c'est 1508-1520, donc au moins 15e siècle. Oui, d'accord. Et il paraît qu'Hitchcock en raffolait du pâté de canard. Oui, oui, Damien. Il se faisait livrer du... D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, avant que vous partiez, un merci aussi particulier à la famille Magnier qui nous a prêté
le buste d'Adolphe Poulain ce soir. C'est exceptionnel de l'avoir ici ce soir, donc merci à vous. Merci Carole, et puis on se donne rendez-vous nous aux archives à partir du 7 janvier pour une prochaine conférence. Ce ne sera pas le même sujet, ça sera sur la citadelle de Doulan et le camp de Buchenwald. D'ici le 7 janvier, il reste encore des places pour les lectures d'archives de vendredi et de dimanche prochain. C'est sur inscription, c'est gratuit, mais sur inscription, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez aussi avoir toutes les news des archives départementales, vous allez sur le site des archives, archives.somme.fr, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fête de fin d'année. Au revoir.